le chemin du silence éternel. Cela faisait des mois que mes amis et moi parlions de cette randonnée. Une dernière aventure avant que nos vies ne nous éloignent les uns des autres. Adrien, Léa, Paul et moi avions tout prévu, l'itinéraire, les provisions, et même une tente de secours, au cas où. Ce que nous n'avions pas prévu, c'était la légende de ce chemin maudit, appelé le chemin du silence éternel. Le premier jour, tout semblait parfait. Le ciel était dégagé, l'air frais, et la forêt autour de nous s'étendait comme un océan vert, calme et apaisant. On marchait en riant, en plaisantant sur qui serait le premier à se plaindre de la fatigue. Mais dès que nous avons pénétré plus profondément dans la forêt, l'atmosphère a changé. Les arbres semblaient se resserrer autour de nous, leurs branches se penchaient comme des bras crochus essayant de nous atteindre. C'est Paul qui a parlé le premier de la légende. Il disait qu'autrefois, des villageois avaient tenté de construire une route à travers cette forêt, mais un à un, les ouvriers disparaissaient sans laisser de traces. Ceux qui tentaient de les retrouver disaient entendre des cris, des pleurs, mais à chaque fois qu'il approchait, tout devenait silencieux, terriblement silencieux. Je me souviens avoir ri à l'époque. Je trouvais ces histoires ridicules, bonnes à effrayer les enfants. Mais à mesure que nous progressions sur le sentier, une angoisse sourde s'emparait de moi. Ce silence pesant, cette absence de bruit d'animaux, même le vent semblait nous ignorer. Ce n'était pas naturel. Vers midi, nous avons atteint une clairière. C'était une vaste étendue d'herbe jaune, comme si la vie avait été aspirée de la terre elle-même. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner, mais une tension flottait dans l'air, palpable. Personne ne disait mot, et nos rires d'autrefois semblaient appartenir à un passé lointain. Alors que nous remballions nos affaires, un cri déchirant a résonné. Nous nous sommes tous figés. « C'était quoi ça ?» demanda Léa, la voix tremblante. Adrien, toujours le plus pragmatique, a tenté de rationaliser. Probablement un animal. Un cerf ou quelque chose. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un animal. Ce cri, il avait quelque chose d'humain, mais déformé, comme si la douleur elle-même avait pris forme pour hurler à travers la forêt. Mon cœur battait la chamade. Une peur viscérale commençait à monter. Paul, qui était toujours partant pour l'aventure, a insisté pour qu'on suive le son. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide, a-t-il dit. Contre mon meilleur jugement, nous l'avons suivi. Nous avons marché rapidement, presque en courant, mais chaque fois que nous pensions nous approcher de l'origine du cri, il disparaissait. Et avec lui, tout bruit. Pas de vent, pas d'oiseaux, rien. Juste ce silence terrifiant, qui semblait absorber tout ce qui nous entourait. Ça n'a aucun sens, murmura Léa. On marche depuis des heures, et on n'entend plus rien. Adrien sortit sa boussole. Attendez, c'est impossible. Il regardait l'aiguille qui tournait en rond, sans jamais se fixer. On est perdu. Man estimac si nua. C'était comme si la forêt jouait avec nous, nous guidant là où elle voulait. Nous avons continué à marcher, espérant retrouver notre chemin, mais tout autour de nous semblait identique. Des arbres hauts et tordus, un sol sec et craquelé, et ce silence qui s'intensifiait. Puis, sans prévenir, un autre cri a brisé l'air, plus proche cette fois. Il était encore plus horrible, plus désespéré. Léa éclata en sanglots. « Je veux rentrer. Je veux rentrer chez moi. » Paul essaya de la calmer, mais son propre visage trahissait la peur qu'il ressentait. « On va trouver une issue, d'accord ? Ce n'est qu'une question de temps. » Mais plus nous avancions, plus l'obscurité se faisait oppressante. Le soleil, autrefois brillant, semblait avoir été englouti par une brume invisible, plongeant la forêt dans une pénombre qui ne correspondait pas à l'heure de la journée. Et puis, il y a eu ce moment où nous avons entendu des pas derrière nous. Des bruits rapides, comme si quelque chose ou quelqu'un nous suivait. « Vous avez entendu ça ?» chuchotai-je, mon souffle coupé. Adrien se tourna brusquement, scrutant les ombres derrière nous. « Il n'y a rien, mais restons groupés. » Nous avons recommencé à marcher, mais les pas persistaient, toujours à la même distance, sans jamais nous rattraper, mais sans jamais disparaître non plus. La peur montait en moi comme une marée incontrôlable, m'enserrant la poitrine à chaque instant. Puis, un nouveau cri, beaucoup plus proche cette fois. Instinctivement, nous avons couru vers le son, espérant y trouver une issue ou au moins une explication. Mais à notre arrivée, rien. Juste ce vide absolu, ce silence qui se refermait sur nous comme un piège invisible. Je me suis effondré sur le sol, épuisé et terrifié. On ne va jamais sortir d'ici. C'est comme si quelque chose jouait avec nous. Paul, essuyant la sueur de son front, hocha la tête. Je ne veux pas y croire, mais, cette forêt, elle nous a déjà pris. Léa sanglotait toujours, tandis qu'Adrien, habituellement si fort, commençait à perdre son calme. Il faut continuer. Il faut bouger. Nous avons marché encore et encore,
sans savoir où nous allions. Le temps semblait se distordre, les heures s'étirant comme une journée sans fin. Chaque arbre se ressemblait, chaque tournant nous ramenait au même point. Et toujours, ces cris humains, distants, désespérés. Chaque fois que nous tentions de les suivre, le silence revenait, implacable, comme une ombre sur notre âme. Puis est venu le moment que je redoutais le plus. Léa s'était éloignée de nous, juste un peu, juste assez pour disparaître entre les arbres. « Léa, reviens !» cria Adrien. Mais il n'y avait pas de réponse. Seulement ce silence mortel. Et alors, un cri, le sien cette fois. Un cri déchirant, perdu dans le vide. Nous avons couru. Nous avons cherché. Mais elle avait disparu, avalée par la forêt. Comme les autres avant elle. Comme nous, peut-être, bientôt. Aujourd'hui, alors que je vous écris ces lignes, je suis seul. Paul et Adrien ont aussi disparu, emportés par le chemin du silence éternel. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant que la forêt ne me prenne à mon tour. Le silence est tout ce qu'il me reste, et ce silence est pire que la mort. Si quelqu'un trouve cette lettre, je vous en supplie, ne prenez jamais ce chemin. L'ombre qui nous suivait. Je n'oublierai jamais cette nuit. C'était censé être une simple randonnée nocturne avec mon meilleur ami, Julia. Une idée un peu folle que nous avions eue après une soirée passée à parler de nos prochaines aventures. La lune était pleine, éclairant faiblement la forêt autour de nous. Le silence régnait, seulement brisé par le bruit de nos pas sur les feuilles mortes. L'air était frais, et malgré la pénombre, une certaine excitation flottait entre nous. Ce soir-là, tout semblait parfait, jusqu'à ce que cette ombre apparaisse. Au début, nous n'y avons pas prêté attention. Julien et moi étions trop occupés à bavarder et à rire, insouciants du monde autour de nous. Mais quelque chose, au fond de moi, commençait à s'agiter. Ce sentiment étrange, comme si nous n'étions pas seuls. Je ne voulais pas l'admettre tout de suite, mais à chaque pas que nous faisions, l'atmosphère devenait plus lourde, presque oppressante. Nous avancions sur un sentier peu fréquenté, un de ces chemins que peu de randonneurs osent emprunter la nuit. Il serpentait à travers une épaisse forêt de pins, où les branches des arbres formaient des ombres inquiétantes, dessinant des silhouettes monstrueuses sur le sol. Une ombre parmi toutes, cependant, semblait plus tangible. Différente. « Tu as entendu ça ?» demandai-je soudain à Julien, mon cœur battant légèrement plus vite. Il s'arrêta et tendit l'oreille. Rien d'autre que le bruissement léger du vent dans les feuilles. Julien sourit, haussant les épaules. « T'es trop nerveux, mec. C'est juste la forêt, détends-toi. » Je ris nerveusement, mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Nous avons continué à marcher, et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Une ombre indistincte, se mouvant entre les arbres derrière nous. Je me suis figé, essayant de comprendre si c'était mon imagination ou non. « Julian ?» murmurai-je, en lui tirant doucement le bras. Il se retourna vers moi, fronçant les sourcils. « Quoi encore ? Regarde là-bas. Je jure que j'ai vu quelque chose. » Il plissa les yeux, scrutant les ténèbres derrière nous. Rien ne bougeait. Rien, sauf ces branches agitées par le vent. Julien soupira, visiblement agacé. « C'est sûrement un animal ou ton esprit qui te joue des tours. Arrête de flipper. » Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Nous avons repris notre chemin, mais cette fois, je sentais cette présence de plus en plus proche. Une forme sombre qui se mouvait avec nous, à distance. Toujours hors de vue directe, mais je savais qu'elle était là. C'était comme si elle jouait avec nous, apparaissant brièvement dans ma vision périphérique avant de disparaître dès que je tentais de la regarder directement. Mon cœur battait à tout rompre. Chaque pas résonnait plus fort, chaque souffle semblait résonner dans le silence. Le monde entier autour de nous semblait s'éteindre, se rétrécir, jusqu'à ce qu'il ne reste que nous deux et cette chose, cette ombre qui nous suivait. À un moment donné, Julien finit par remarquer mon malaise. Il s'arrêta net, tournant son visage vers moi, son expression désormais sérieuse. « Ok, qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a quelque chose qui nous suit, Julien. Je le sais. Je le sens, répondis-je d'une voix presque tremblante. Il resta silencieux pendant un moment, observant les arbres autour de nous. Puis, avec un soupir, il se mit à rire. « Te es trop parano. Viens, continuons. On est presque arrivé au sommet, et la vue sera incroyable. » Mais je ne pouvais pas ignorer ce pressentiment. Plus nous avancions, plus cette sensation de danger imminent grandissait. Et puis, soudainement, tout bascula. C'était subtil, presque imperceptible au début. Le bruissement des feuilles, le souffle léger du vent, tout s'était arrêté. Le silence. Un silence si total qu'il en devenait oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Puis, dans ce silence assourdissant, je l'ai vue. L'ombre. Elle était là, immobile, à quelques mètres de nous. Elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. C'était une forme humaine, mais floue, comme si elle était faite d'obscurité pure,
d'un noir si profond qu'il absorbait toute lumière autour. Elle ne bougeait pas, mais je savais qu'elle nous observait. Son regard, invisible mais pesant, était fixé sur nous. « Julian » murmurai-je, le souffle court. Mais il ne répondit pas. Je me tournai vers lui, et mon cœur s'arrêta. Il n'était plus là. En une fraction de seconde, Julien avait disparu. La panique s'empara de moi. Comment était-ce possible? Il se tenait à côté de moi il y a une seconde à peine. « Julien » criai-je, ma voix résonnant dans la nuit. Aucune réponse. Rien. Seul ce silence étouffant, et cette ombre, toujours là, immobile, me fixant. Mon corps se figea, pris dans un mélange de terreur et d'incompréhension. Je ne savais pas quoi faire. Career? Mais où? Cette chose semblait contrôler tout autour de nous, chaque recoin de cette forêt. Je me mis à marcher en arrière, lentement, sans quitter des yeux cette silhouette sombre. Mais à chaque pas que je faisais, elle semblait se rapprocher, sans bouger, comme si l'espace lui-même se courbait autour d'elle. Mon souffle devenait irrégulier, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Et puis, elle parla. Pas avec des mots. C'était un murmure, une voix qui résonnait directement dans mon esprit. Des chuchotements incompréhensibles, mais terrifiants. Je sentais la peur s'emparer de moi, me broyer de l'intérieur. Elle ne me voulait pas simplement du mal. Elle voulait m'effacer, m'engloutir dans cette obscurité sans fin. Je me mis à courir. Aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Les branches fouettaient mon visage, mes poumons brûlaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Derrière moi, je sentais sa présence. Pas de bruit de pas, mais je savais qu'elle était là, à chaque seconde, se rapprochant un peu plus. Je courais sans but, sans direction, juste pour m'éloigner d'elle, de cette ombre qui semblait vouloir me consumer. Mes pensées étaient un tourbillon de panique. Où était Julien? Comment avait-il disparu? Était-il encore en vie? La forêt semblait interminable, chaque arbre ressemblait au précédent, comme si j'étais pris dans un cauchemar sans fin. Mais enfin, après ce qui sembla être une éternité, j'atteignis une clairière. L'air frais, l'espace ouvert, mais Julien n'était toujours pas là. Et cette ombre, elle avait disparu. Je m'effondrai au sol, épuisé, tremblant. J'appelai son nom encore et encore, mais seul le silence me répondit. Ce silence maudit, ce vide qui avait englouti mon meilleur ami. Aujourd'hui, des mois après cette nuit, je suis toujours hanté par cette ombre. Chaque fois que je ferme les yeux, je la vois. Et je sens qu'elle me cherche encore, patiemment. Le guide disparut. Je me souviens encore de cette randonnée comme si c'était hier. Une simple excursion en montagne, un week-end entre amis, rien de plus banal. Le genre de sortie que l'on fait pour se déconnecter de la ville, pour respirer l'air frais et retrouver un peu de nature. Nous étions un groupe de 5, moi, Julie, Thomas, Élodie, et Maxime. Tous des amis proches, des amateurs de sensations fortes, toujours prêts à partir à l'aventure. Ce matin-là, nous nous étions réveillés avec le soleil, excités à l'idée d'explorer une chaîne de montagnes isolées dont on nous avait tant parlé. La randonnée promettait des paysages époustouflants, des vues imprenables sur les vallées et les forêts environnantes. Mais cette région avait aussi la réputation d'être dangereuse pour ceux qui ne la connaissaient pas. C'est pourquoi nous avions décidé de faire appel à un guide local. Un certain Pierre, un homme de la région, réputé pour connaître ces montagnes comme sa poche. Il était arrivé au point de rendez-vous juste avant l'aube, comme prévu. Grand, mince, avec une barbe hirsute et des yeux perçants, Pierre nous avait accueillis avec un sourire discret. Il portait des vêtements usés par le temps, une veste en cuir marron et des bottes de randonnée usées. Ses mains, rugueuses comme l'écorce des vieux arbres, racontaient les histoires de 1000 randonnées à travers ces montagnes. Il parlait peu, mais chaque mot qu'il prononçait semblait peser lourd. La première partie de la randonnée se déroula sans encombre. Le sentier serpentait à travers des forêts épaisses, montant progressivement vers des plateaux rocheux. L'air était frais, la nature semblait calme. De temps à autre, Pierre s'arrêtait pour nous montrer une plante rare ou nous parler de la faune locale. Il avait cette manière étrange de parler des animaux, comme s'il les connaissait intimement. Il parlait d'eux non pas comme des créatures sauvages, mais comme des voisins silencieux qu'il croisait chaque jour. Plus nous avancions, plus l'atmosphère changeait. Vers midi, après plusieurs heures de marche, les arbres devinrent plus rares, laissant place à des formations rocheuses abruptes et un silence inquiétant. Le ciel, d'abord dégagé, commença à se couvrir lentement, des nuages gris s'amoncelant à l'horizon. Nous devrions arriver à la crête avant la tombée de la nuit, nous assura Pierre d'une voix calme, mais quelque chose dans son regard me mit mal à l'aise. C'était comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. Le temps passa, et nous continuâmes à gravir la montagne. Pourtant, plus les heures défilaient, plus le chemin devenait incertain. Pierre semblait parfois hésiter, scrutant les alentours comme s'il cherchait un repère invisible. Cela commença à inquiéter le groupe. Julie fut la première à murmurer, « Tu penses qu'il sait vraiment où il nous emmène ?» Je haussai les épaules, tentant de ne pas montrer mon propre malaise. Mais intérieurement, quelque chose me rongeait.
le vent avait changé. Il était plus froid, plus mordant, et le silence des montagnes, autrefois apaisant, était devenu oppressant. Les ombres des rochers s'allongeaient étrangement sur le sol, et chaque pas que nous faisions semblait résonner dans un vide infini. Le soleil commençait à décliner, projetant une lumière dorée sur les sommets, mais nous n'étions toujours pas arrivés à la crête. Pierre marchait devant nous, plus vite, presque trop vite. Il ne se retournait plus pour vérifier si nous le suivions. Son attitude avait changé. Il ne parlait plus, et sa silhouette, à chaque pas, paraissait plus floue, comme si elle se fondait dans les ombres croissantes. Soudain, Maxime, qui fermait la marche, s'exclama « Où est passé Pierre ?» Nous nous retournâmes tous en panique. Le guide avait disparu. Il n'y avait aucune trace de lui sur le sentier. « Il était juste devant nous il y a une minute », s'écria Thomas, visiblement nerveux. Nous nous arrêtâmes, cherchant du regard une explication. Mais il n'y avait rien. Juste le silence et les rochers qui semblaient nous observer, immobiles et menaçants. Une angoisse sourde monta en moi. Comment avait-il pu disparaître si rapidement, sans un bruit, sans une trace? Pierre, criâmes-nous en chœur, nos voix se perdant dans l'immensité des montagnes. Aucune réponse. Juste le vent, glacial, qui sifflait à travers les pierres comme un murmure funèbre. Il doit être parti en éclaireur, tenta de rassurer Élodie, mais son ton trahissait son inquiétude. Personne ne semblait y croire. La nuit commençait à tomber, et avec elle, une étrange sensation de malaise s'installait dans l'air. Nous décidâmes de continuer à avancer, espérant retrouver Pierre plus loin sur le sentier. Mais plus nous marchions, plus l'angoisse s'intensifiait. L'obscurité enveloppait tout, et nos lampes torchées projetaient des ombres déformées sur les rochers. Au bout d'une heure, il devint évident que nous étions perdus. Le sentier que nous suivions semblait se dissoudre dans la pénombre, et chaque détour ne faisait que nous éloigner un peu plus. C'est alors que Julie, d'une voix tremblante, murmura « Et si Pierre n'était jamais censé nous guider ?» Cette phrase résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Et si Pierre n'était pas ce qu'il prétendait être? Son comportement étrange, sa disparition soudaine, et cette sensation constante d'être observé depuis notre départ. Tout cela prenait soudain un sens macabre. Nous décidâmes de faire demi-tour, mais il était trop tard. Le sentier derrière nous avait changé. Chaque rocher, chaque arbre, semblait déplacé. Comme si la montagne elle-même jouait avec nos perceptions. Le vent soufflait plus fort, et avec lui, des murmures indistincts nous parvenaient de toutes parts. Des voix, des rires lointains, ou peut-être des pleurs. Il devenait impossible de distinguer la réalité de l'illusion. C'est alors que Thomas s'arrêta brusquement. « Là, regardez » dit-il en pointant du doigt une silhouette au loin. C'était Pierre. Il se tenait immobile, à quelques mètres de nous, les bras le long du corps, comme figé dans le temps. « Pierre » cria Élodie en courant vers lui. Mais quelque chose n'allait pas. Plus je fixais la silhouette, plus elle me semblait fausse. Ce n'était pas Pierre. Ou du moins, plus maintenant. Son visage, que je ne pouvais distinguer dans l'obscurité, semblait déformé, comme si les traits de son visage avaient été aspirés dans un vide sans fin. Ses yeux, ou ce qui en restait, brillaient d'une lueur froide et inhumaine. Je sentis un frisson glacé parcourir mon échine. « Ne t'approche pas » criai-je à Élodie, mais il était trop tard. Elle était déjà à ses côtés. La silhouette de Pierre s'effondra en un instant, comme un voile de brume emporté par le vent. Élodie hurla, et ce hurlement résonne encore dans ma tête à ce jour. C'était un cri de terreur pure, d'horreur incompréhensible. Nous courûmes vers elle, mais lorsqu'elle se tourna vers nous, son regard était vide, comme si quelque chose avait éteint la lumière en elle. Nous n'avons jamais retrouvé Pierre. La montagne nous avait piégés, et nous avons mis des heures à retrouver notre chemin. Mais quelque chose me hante encore. Ce n'était pas un guide ordinaire. Ce que nous avions suivi, ce jour-là, ce n'était pas un homme, mais une ombre, une entité qui nous avait attirés dans un piège. Et parfois, la nuit, lorsque je ferme les yeux, je revois cette silhouette. Elle me fixe, sans visage, sans âme. Les pas dans la neige. Je me souviendrai toujours de cette randonnée dans la neige comme l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Ce devait être une escapade romantique, un week-end en amoureux, loin du chaos de la ville. Marie et moi avions toujours rêvé d'explorer les montagnes en hiver, de voir la nature s'étendre sous un manteau blanc immaculé, silencieuse et majestueuse. Ce rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. Tout avait commencé de manière si parfaite. Nous étions partis au lever du soleil, les sacs remplis de provisions, prêts pour une aventure dans ces montagnes reculées, loin de tout et de tous. La neige était tombée durant la nuit, recouvrant les sentiers et les arbres d'une épaisse couche de poudre blanche, comme si la nature elle-même nous avait réservé une œuvre d'art. L'air était glacé, mais pur. Chaque respiration semblait laver nos poumons. Le silence était omniprésent, à peine troublé par le craquement de nos pas dans la neige fraîche. Le monde semblait figé dans une paix infinie, et nous nous sentions petits et privilégiés d'être témoins de cette beauté sauvage. Au bout de quelques heures de marche,
nous étions seuls au milieu de cet océan de neige. La civilisation était loin derrière, et la seule trace d'activité humaine était la fine ligne de nos propres empreintes. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Marie fut la première à remarquer quelque chose d'étrange. « Regarde là-bas », dit-elle en pointant du doigt une série de traces dans la neige, à quelques mètres de nous. Je me tournai pour voir ce qu'elle désignait, et en effet, il y avait des empreintes. Des empreintes humaines, profondément enfoncées dans la neige, comme si quelqu'un s'était tenu là récemment. Pourtant, ce qui nous glaça le sang, c'est que ces empreintes semblaient surgir de nulle part. Pas de traces de quelqu'un arrivant ou partant. Juste une série de pas, surgissant du vide. « C'est bizarre », murmura Marie, l'inquiétude perçant dans sa voix. Bizarre ne semblait même pas être le mot approprié. C'était impossible. La logique défiait tout ce que nous savions. Mais peut-être que la neige avait simplement effacé le reste des traces. C'était la seule explication plausible que nous pouvions imaginer à ce moment-là. Nous continuâmes à suivre les empreintes, curieux mais aussi légèrement inquiets. Les pas avançaient en ligne droite vers une pente abrupte, se perdant au loin dans le paysage enneigé. À mesure que nous les suivions, le silence autour de nous devenait pesant, presque oppressant. Le vent qui soufflait à travers les montagnes semblait chuchoter des avertissements, mais nous étions trop absorbés pour les entendre. Plus nous avancions, plus l'atmosphère se faisait lourde, comme si la neige elle-même nous écrasait de son poids invisible. Après une trentaine de minutes, les empreintes s'arrêtèrent soudainement au milieu d'une pente escarpée, comme si la personne qui les avait laissées s'était volatilisée dans les airs. Il n'y avait rien autour. Pas un abri, pas un arbre derrière lequel quelqu'un aurait pu se cacher. Juste ces empreintes, se terminant abruptement. Mais, comment est-ce possible, chuchota Marie, ses yeux remplis de confusion et de peur. Je n'avais pas de réponse. Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle, mais aucune ne venait. La peur commençait à gronder en moi, comme un animal sauvage attendant son heure pour bondir. C'est alors que je remarquai quelque chose à l'horizon. Une ouverture sombre, une bouche béante dans la montagne, une caverne. Elle se trouvait juste au-delà des traces, cachée par l'ombre des rochers environnants. Tout en moi me disait de ne pas m'en approcher, mais quelque chose, une force invisible, semblait nous pousser vers elle. C'était irrésistible, comme si cette caverne nous appelait, nous attirait dans ses entrailles sombres. Peut-être que la personne est là-dedans, suggéra Marie, la voix tremblante. Sans dire un mot, nous nous approchâmes de l'entrée de la caverne. Le froid semblait encore plus mordant ici, comme si la température avait chuté de plusieurs degrés. Chaque pas que nous faisions était accompagné du craquement sinistre de la neige sous nos pieds, et je sentais mon cœur battre de plus en plus fort dans ma poitrine. Lorsque nous atteignîmes l'entrée, un silence de mort régnait. À l'intérieur, l'obscurité était si profonde qu'elle semblait avaler la lumière de nos lampes de poche. Un souffle glacial s'échappait de la caverne, comme si elle respirait lentement, nous invitant à entrer. Marie me regarda, et je vis dans ses yeux le reflet de ma propre peur. Pourtant, nous entrâmes. L'intérieur de la caverne était étroit au début, les parois glacées nous frôlant, mais plus nous avancions, plus elles s'élargissaient, révélant un espace immense, presque irréel. La lumière de nos lampes peinait à percer cette obscurité épaisse, et chaque son résonnait de manière étrange, comme si les parois elles-mêmes murmuraient des secrets oubliés. C'est alors que nous entendîmes les premiers bruits. Un léger grincement, suivi de ce qui ressemblait à des pas. Mais pas les nôtres. Non, ces pas venaient de plus loin, de plus profond dans la caverne. Ils étaient lents, calculés, comme si quelque chose ou quelqu'un avançait vers nous avec une intention claire. Mon cœur s'emballa. « Tu as entendu ça ?» murmurai-je à Marie. Elle hocha la tête, incapable de parler, ses yeux écarquillés de terreur. Nous étions figés, comme pris au piège dans un cauchemar éveillé. Puis, soudain, les bruits cessèrent. Un silence écrasant retomba sur nous, si lourd que je pouvais entendre le sang battre à mes tempes. C'est alors que je les vis. Des ombres, des formes indistinctes, à la périphérie de ma vision, se mouvant à travers les ténèbres. Elles étaient nombreuses, trop nombreuses pour être réelles. Elles glissaient silencieusement autour de nous, comme si elles nous encerclaient. « On doit partir, maintenant », soufflai-je à Marie, attrapant sa main avec une urgence désespérée. Mais lorsque nous fîmes demi-tour, l'entrée de la caverne avait disparu. Les parois de pierre semblaient s'être refermées derrière nous, nous emprisonnant dans ce labyrinthe de glace et d'ombre. La panique monta en moi comme une vague prête à tout emporter. Nos lampes de poche commencèrent à clignoter, projetant des éclats de lumière vacillante sur les parois de la caverne. Et c'est à ce moment-là que nous les entendîmes à nouveau. Ces pas, plus proches cette fois, accompagnés d'un murmure. Un murmure incompréhensible, mais chargé de malice, de promesses de souffrance. Marie se serra contre moi, tremblante. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle, la voix brisée par la peur. Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'est que nous n'étions pas seuls. Il y avait quelque chose dans cette caverne, quelque chose qui nous observait, qui jouait avec nous. Et ce n'était pas humain.
Les ombres se rapprochaient, et je sentais leur présence, froide et malveillante, peser sur nous. Mon instinct me hurlait de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Nous étions pris au piège par quelque chose que nous ne pouvions ni comprendre ni combattre. C'est alors que la lumière de ma lampe s'éteignit complètement. L'obscurité totale nous enveloppa, et avec elle, un dernier murmure se fit entendre, si proche que je sentis son souffle glacé sur ma nuque, « Vous ne sortirez jamais d'ici. » Je n'ai jamais revu Marie. La disparition aux falaises. Le vent hurlait à travers les montagnes ce jour-là, transportant avec lui des échos lointains qui résonnaient comme des murmures oubliés. Nous étions un groupe de 4 amis, avides de découvrir les secrets cachés de cette région isolée, perdue au milieu des falaises abruptes et des sentiers sinueux. Ce devait être une simple randonnée, une aventure excitante loin de l'agitation quotidienne. Mais ce que nous avons vécu ce jour-là a changé nos vies à jamais. C'était une falaise que peu de gens osaient approcher. Les habitants du village voisin nous avaient avertis, d'une manière étrange et presque superstitieuse, de ne pas nous aventurer trop près du bord. Ils parlaient à demi-mot, les yeux fuyants, comme s'ils avaient peur de dire la vérité. Un vieil homme, assis près de la place du village, nous avait même lancé un avertissement avant notre départ. « Ne regardez jamais trop longtemps vers le vide », avait-il murmuré, ses yeux gris perdus dans le vague. Ceux qui le font finissent par disparaître. Nous avions ri de ces paroles, les prenant pour de simples histoires destinées à effrayer les étrangers. Après tout, c'était une vieille légende locale, rien de plus. Mais au fond de moi, un frisson léger m'avait parcouru l'échine. Quelque chose dans son regard, une peur presque palpable, m'avait laissé mal à l'aise. Notre randonnée avait commencé dans la bonne humeur. Le ciel était d'un bleu éclatant, le soleil réchauffait nos visages, et nous avions tous hâte d'atteindre le sommet de la falaise pour admirer la vue spectaculaire. Nous marchions en plaisantant, prenant des photos, profitant de l'instant. Rien, à ce moment-là, ne laissait présager ce qui allait suivre. Après plusieurs heures de marche, nous arrivâmes enfin au bord de la falaise. Le paysage qui s'étendait devant nous était à couper le souffle. L'océan, d'un bleu profond, s'étendait à perte de vue, se fracassant contre les rochers en contrebas dans un rugissement incessant. Le vent était plus fort ici, s'engouffrant dans nos vêtements, mais cela ne nous dérangeait pas. Nous étions hypnotisés par la beauté brute de l'endroit. C'est alors que je le vis. Un homme, debout tout près du bord, à une trentaine de mètres de nous. Il était tourné vers l'océan, immobile, comme figé dans le temps. Je fronçai les sourcils. Personne n'était censé être ici. L'endroit était trop isolé, et nous n'avions croisé aucune autre âme sur notre chemin. « Et, vous voyez cet homme là-bas » demandai-je aux autres en pointant du doigt. Ils se retournèrent tous, leurs expressions se transformant instantanément en confusion. « Qui est-ce » murmura Sarah, visiblement troublée. Personne ne répondit. Nous restions tous figés, regardant cette silhouette étrange. L'homme ne bougeait pas, comme s'il attendait quelque chose. Puis, sans avertissement, il fit un pas en avant. Un seul pas, suffisant pour basculer dans le vide. Nous criâmes tous en même temps, horrifiés, courant vers l'endroit où il venait de sauter. « Il vient de sauter » s'écria Lucas, le visage livide. Arrivés au bord de la falaise, nous nous penchâmes en cherchant désespérément du regard son corps dans les vagues déchaînées en contrebas. Mais il n'y avait rien. Pas de corps, pas de traces de chute. Juste l'océan, continuant son balai indifférent contre les rochers. C'était comme si l'homme n'avait jamais existé. Le silence qui suivit fut glacial. Aucun de nous ne savait quoi dire. C'était impossible. Nous avions tous vu cet homme sauter. Comment pouvait-il ne laisser aucune trace? L'idée même défiait la logique. « Vous croyez qu'il a survécu » demanda timidement Marie, sa voix brisée par l'incrédulité. « Ce serait un miracle » répondit Lucas, les yeux toujours rivés sur l'eau. Mais je savais, au fond de moi, qu'il n'y avait pas eu de miracle. Cet homme avait disparu, englouti par quelque chose de bien plus sinistre que la simple mer. Nous restâmes là pendant plusieurs minutes, chacun plongé dans ses pensées, essayant de comprendre ce que nous venions de voir. C'est alors que Sarah, qui s'était éloignée de quelques pas, se retourna brusquement, le visage pâle comme la mort. « Il y a quelque chose que vous devez voir », dit-elle, sa voix tremblante. Nous la suivîmes, le cœur battant. Sarah pointa du doigt le sol enneigé près du bord de la falaise. Là, dans la neige, se trouvait une série de pas. Des empreintes humaines, menant droit vers le bord, et s'arrêtant net. Comme si l'homme avait simplement disparu dans l'air. Mais ce qui nous glaça le sang, c'était qu'il y avait aussi une autre série de traces. Celle-ci partait du bord de la falaise et revenait vers nous. « C'est quoi ça » balbutia Lucas, ses yeux écarquillés de terreur. Personne n'osa répondre. Mais l'implication était terrifiante. Quelque chose, ou quelqu'un, avait marché de l'abîme jusqu'à nous. Le vent se mit à souffler plus fort, chassant des tourbillons de neige autour de nous. Et avec lui, j'entendis des murmures. Des voix. Lointaines, indistinctes, mais bien présentes. Elles semblaient venir du fond de la falaise,
comme si quelque chose, là-bas, nous appelait. On doit partir, dis-je brusquement, mon cœur battant à tout rompre. Mais alors que nous commencions à reculer, un rire résonna dans l'air. Un rire grave et moqueur, comme si une présence invisible se jouait de nous. Je me retournai instinctivement vers la falaise, mais il n'y avait personne. « C'est quoi ce bordel ?» cria Marie, paniquée, les larmes commençant à couler sur ses joues. Personne ne savait quoi dire. Nous étions paralysés par la peur, incapables de comprendre ce qui se passait. C'était comme si la réalité elle-même s'était déchirée devant nous, nous laissant face à quelque chose d'inexplicable, de malveillant. Le vent continuait de siffler, portant avec lui ce rire sinistre qui semblait nous encercler. Puis, brusquement, les traces dans la neige disparurent, emportées par un souffle glacial. Comme si elles n'avaient jamais existé. « On doit partir », hurlai-je, la panique montant en moi comme une vague prête à déferler. Nous fîmes demi-tour et nous mîmes à courir, trébuchant dans la neige, le cœur battant à tout rompre, les murmures et les rires nous poursuivant, s'insinuant dans nos esprits comme une présence invisible et oppressante. Chaque pas semblait nous éloigner un peu plus de la réalité, comme si la falaise elle-même cherchait à nous emprisonner dans son abîme. Alors que nous descendions précipitamment le sentier, je sentis quelque chose de glacé frôler ma nuque. Un souffle, presque imperceptible, mais terrifiant. Je me retournai, mais il n'y avait personne. Juste le vide et l'écho lointain du vent. Nous ne nous arrêtâmes de courir qu'une fois arrivés au village, épuisés, tremblants, comme si nous venions d'échapper à un cauchemar. Mais même là, en sécurité apparente, les rires continuaient de résonner dans ma tête. Le lendemain, nous apprîmes la vérité. La falaise était maudite, disaient les habitants. Ceux qui voyaient l'homme sauter étaient condamnés à disparaître de la même manière, emportés par le vide. Ils disaient que c'était une ancienne malédiction, que l'esprit de ceux qui avaient sauté était condamné à hanter cet endroit, attirant les vivants dans leur chute éternelle. Je ne sais pas si c'était vrai. Tout ce que je sais, c'est que, depuis ce jour, nous n'avons jamais revu Lucas. L'écho du passé. Je m'appelle Camille, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui hante encore mes nuits. C'était censé être une randonnée tranquille, un moment pour moi, loin du bruit de la ville, loin des responsabilités. Mais cette escapade s'est transformée en cauchemar, en un souvenir qui me poursuit à chaque instant, comme un écho constant qui refuse de s'éteindre. C'était en automne, une de ces journées où l'air frais vous remplit les poumons d'une vivacité nouvelle. Les arbres de la forêt autour de moi changeaient de couleur, leurs feuilles passant du vert vif à des nuances dorées et rouges flamboyantes. Je me sentais bien, prêt à me ressourcer, à me perdre un peu dans cette nature silencieuse. La forêt où je me trouvais avait une réputation étrange, mais je n'y avais jamais prêté attention. Certains disaient qu'elle était hantée, que des gens y avaient disparu sans laisser de traces. Mais qui croit encore à ces vieilles légendes, à ces histoires de villageois superstitieux? Moi, en tout cas, je n'y croyais pas. J'étais trop rationnel, trop ancré dans la réalité pour me laisser impressionner par de simples contes. Le sentier que j'avais choisi serpentait entre les arbres, montant et descendant doucement, comme une mélodie apaisante. Le soleil perçait à peine à travers le feuillage dense, créant des jeux de lumière qui dansaient au sol. C'était beau, presque magique. Mais bientôt, une ombre lourde sembla s'abattre sur l'endroit. Alors que je marchais depuis environ 1 heure, un bruit étrange me parvint. Un murmure. Faible, presque imperceptible, mais suffisant pour me faire stopper net. Mon cœur fit un bond. Camille. C'était mon nom. Mais je ne voyais personne autour de moi. Le vent avait cessé de souffler, et un silence pesant s'était installé. J'ai secoué la tête, tentant de me raisonner. Peut-être était-ce mon imagination. Ou une brise soufflant à travers les branches, imitant des sons familiers. Je repris ma marche, mais une sensation désagréable me collait à la peau. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles me semblait anormalement fort. Comme si la forêt elle-même essayait de me parler. Camille. Encore une fois, mon nom. Cette fois, c'était plus clair. Plus proche. Mon cœur se mit à battre plus vite. Quelqu'un m'appelait, c'était certain. Je me retournai brusquement, scrutant les bois environnants, mais il n'y avait personne. L'air semblait devenir plus lourd, plus dense. C'était comme si les arbres eux-mêmes me regardaient. « Il y a quelqu'un » lançai-je, ma voix résonnant étrangement dans le silence. Pas de réponse. Juste ce vide oppressant qui commençait à me donner des frissons. Je continuais à marcher, mais l'ambiance avait changé. Ce qui était au départ une promenade tranquille se transformait en une épreuve angoissante. J'avais l'impression d'être observé, suivi, mais à chaque fois que je me retournais, je ne voyais rien. Juste ces arbres, ces ombres qui semblaient se rapprocher de plus en plus. Après une autre heure de marche, je décidai de faire demi-tour. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas, que je devais partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais lorsque je fis demi-tour, les murmures revinrent, plus forts, plus insistants. « Camille, ne pars pas. » C'était une voix différente cette fois. Plus grave, plus profonde, presque suppliante. « Mon sang ici glauque.
Je me mis à marcher plus vite, mes pieds frappant le sol avec une urgence nouvelle. Je voulais fuir, m'échapper de cette forêt qui semblait vouloir m'engloutir. Mais plus je marchais, plus les voix se rapprochaient. Camille, reste avec nous. Mon souffle devint court. C'était comme si ces voix me cernaient, m'emprisonnaient dans un tourbillon d'échos. Des voix d'hommes, de femmes, d'enfants. Toutes chuchotant mon nom. Des voix que je ne reconnaissais pas, mais qui semblaient me connaître. Je commençais à courir. Je ne savais plus où j'allais, je voulais juste m'éloigner de ces murmures, de ces présences invisibles qui me suivaient. Mon sac rebondissait contre mon dos, mes pieds glissaient parfois sur les racines cachées sous les feuilles mortes. Mais je continuais, poussé par une peur primordiale, une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Soudain, le sentier s'ouvrit sur une petite clairière. Au centre, une vieille cabane en bois, délabrée, abandonnée depuis des années. J'hésitai une seconde, mais un craquement derrière moi me poussa à entrer. L'intérieur de la cabane était sombre et poussiéreux. Les fenêtres, si on pouvait encore appeler ça des fenêtres, étaient brisées, laissant entrer des filets de lumière timide. L'air sentait la moisissure et l'abandon. Mais ici, au moins, les voix semblaient s'être tues. Je me laissai tomber contre un mur, tentant de reprendre mon souffle. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, et la sueur froide qui coulait le long de ma colonne vertébrale me rappelait que je n'étais pas en sécurité. Pas encore. C'est alors que je le vis. Sur une vieille table, recouverte de poussière, il y avait des photos. Des vieilles photos, jaunies par le temps. Je m'approchai, mes mains tremblantes. Sur ces photos, des visages souriants, des familles, des amis. Mais l'une d'elles me glaça le sang. C'était une jeune fille, souriante, debout devant la même cabane où je me trouvais. Mon cœur se serra. Cette fille, c'était moi. Je reculai, trébuchant presque sur une chaise renversée. Comment cela pouvait-il être possible ? Cette photo, ce visage, c'était moi, mais je ne me souvenais pas d'avoir jamais été ici auparavant. Je sentais ma raison vaciller, comme si la réalité elle-même se dérobait sous mes pieds. Camille. La voix. Cette fois, elle venait de derrière moi, à l'intérieur de la cabane. Je me retournai lentement, terrifié de ce que j'allais voir. Mais il n'y avait personne. Juste ce silence oppressant, cette obscurité grandissante. Et puis, je les vis. Des silhouettes, à peine visibles, se dessinant dans les ombres. Des formes humaines, immobiles, me regardant. Elles étaient partout, autour de moi, dans chaque recoin de la cabane. Je pouvais sentir leur regard peser sur moi, froid et vide. Camille, tu ne devrais pas être là. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Ces voix, ces murmures, c'étaient eux. Ceux qui avaient disparu dans cette forêt, les âmes perdues dont les villageois parlaient avec des voix tremblantes. Ils étaient ici, piégés, et maintenant, ils me voulaient avec eux. Je me levai d'un bond, prêt à fuir à nouveau. Mais à chaque pas que je faisais, les silhouettes se rapprochaient, les voix devenaient plus fortes, plus insistantes. Tu ne peux pas partir, tu nous appartiens. Je courus hors de la cabane, mon cœur battant à tout rompre. Les voix me poursuivaient, comme des griffes invisibles cherchant à m'attraper. Le sentier était flou devant mes yeux, mes jambes tremblaient, mais je continuais à courir, poussé par une terreur indescriptible. Lorsque j'atteignis enfin le point de départ de ma randonnée, je m'effondrai sur le sol. Le soleil se couchait à l'horizon, et le village était en vue. J'étais sauvé. Mais même aujourd'hui, des années après cet événement, je continue d'entendre ces voix. Chaque fois que je ferme les yeux, je sens leur présence, leur souffle glacial contre ma peau. Je sais qu'ils sont toujours là, quelque part, dans l'ombre. Et je sais qu'ils attendent que je revienne. La brume maudite. Je m'appelle Mathilde, et si je prends aujourd'hui le temps de vous raconter cette histoire, c'est parce que j'espère que personne d'autre ne commettra la même erreur que nous. Ce jour-là, je pensais simplement partir en randonnée avec des amis, une évasion dans la nature pour échapper au stress quotidien. Mais nous ne savions pas que cette forêt cachait bien plus que des arbres et des sentiers. Elle abritait quelque chose de bien plus ancien, bien plus sombre. Nous étions un petit groupe, 4 amis inséparables depuis l'enfance, moi, Julien, Clara et Lucas. Nous avions choisi un parcours au cœur d'une forêt réputée pour ses paysages magnifiques et ses panoramas époustouflants. Nous cherchions l'aventure, un brin d'excitation, mais ce que nous allions vivre dépassait tout ce que nous avions pu imaginer. La journée avait commencé de façon idéale. Le soleil était haut dans le ciel, et une légère brise nous caressait le visage alors que nous avancions à travers les arbres. Nous rions, plaisantions, sans la moindre inquiétude. Cependant, à mesure que nous progressions, une lourdeur étrange s'installait dans l'air. Une sensation de malaise, comme si la forêt elle-même commençait à nous observer, à nous juger. C'est Clara qui la remarqua en premier. « Vous avez vu ça ?» dit-elle en pointant du doigt un coin du ciel. Nous levâmes tous les yeux et c'est alors que nous l'aperçûmes, une brume épaisse et blanche, qui semblait flotter entre les arbres, se déplaçant lentement dans notre direction. À première vue, elle n'avait rien de menaçant.
Une simple brume, peut-être une conséquence de la météo. Mais quelque chose clochait. Elle ne se dissipait pas, elle avançait inexorablement vers nous, comme un prédateur silencieux. On ferait peut-être mieux de faire demi-tour, suggéra Lucas, visiblement mal à l'aise. Mais Julien, toujours le plus téméraire de nous tous, secoua la tête en riant. Ce n'est que de la brume, les gars. Allez, on continue, on n'a pas fait tout ce chemin pour abandonner à cause de ça. Nous le suivîmes, hésitants, mais en avançant, cette brume étrange nous engloutit lentement. Elle était partout autour de nous, voilant les arbres et le sentier, réduisant notre visibilité à quelques mètres à peine. C'était comme si le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait plus que nous, et cette brume suffocante. Puis, tout a changé. Je ne saurais dire à quel moment exact les choses ont basculé, mais soudain, la température chuta brutalement. Mon souffle formait des nuages de vapeur devant moi, et mes mains tremblaient, non pas seulement de froid, mais de peur. Une peur inexplicable, qui montait en moi sans raison apparente. C'est alors que les voix ont commencé. Douces au début, des murmures à peine audibles, comme le vent soufflant à travers les feuilles. Mais rapidement, elles devinrent plus claires, plus insistantes. Elles chuchotaient nos noms, une à une. Mathilde. Mon cœur s'arrêta net. C'était la voix de mon frère. Mon frère, qui était mort des années auparavant. J'entendais son rire, son appel, comme s'il était juste là, derrière moi. Mais c'était impossible, il n'était plus là, il ne pouvait pas être là. Je me tournai vers les autres, espérant qu'ils ne ressentaient pas la même chose. Mais leurs visages pâles et leurs yeux écarquillés me confirmèrent que nous étions tous piégés dans le même cauchemar. Vous entendez ça ? Demanda Clara, sa voix brisée par la peur. Elle semblait terrifiée, comme si elle voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. C'est impossible, balbutia Lucas. Ce n'est qu'une brume, rien de plus. Mais ce n'était pas une simple brume. Elle se nourrissait de nous, elle se délectait de nos peurs les plus profondes, de nos souvenirs les plus douloureux. À chaque pas que nous faisions, la brume devenait plus épaisse, plus oppressante, comme si elle cherchait à nous envelopper complètement, à nous étouffer. Julien, qui jusque-là avait fait preuve de bravoure, s'effondra soudain à genoux. Ses mains tremblaient violemment, et son visage était tordu par l'angoisse. Voice. Mon père, il est là. Je peux le voir. Son père était mort dans un accident il y a des années. Julien n'avait jamais vraiment fait son deuil, et maintenant, cette brume exploitait cette blessure non cicatrisée. Je commençais à comprendre ce qui se passait. La brume ne se contentait pas de nous désorienter physiquement. Elle fouillait dans nos âmes, ramenant à la surface les moments les plus sombres de nos vies. Elle se nourrissait de notre souffrance. Il faut sortir d'ici, criai-je, essayant de rassembler mes forces, de retrouver un semblant de lucidité. Mais chaque direction que nous prenions semblait nous ramener au même endroit, au cœur de cette maudite brume. Les arbres paraissaient tous identiques, et même le sol sous nos pieds semblait changer, comme si nous étions pris dans une boucle infernale. Mes pensées se brouillaient, la peur grandissait en moi, une peur si primitive, si viscérale que je pouvais presque la toucher. Et puis, c'est Clara qui perdit pied. Elle hurla, un cri qui résonne encore dans ma tête aujourd'hui. Ses yeux étaient pleins de larmes, et elle tremblait de tous ses membres. Il est là. Il revient. Elle parlait de son ancien petit ami, un homme violent qui l'avait terrorisé pendant des années avant de disparaître de sa vie. Mais ici, dans cette brume, il semblait revenir, tangible, réel, prêt à la détruire à nouveau. Lucas et moi tentions de la calmer, mais comment apaiser quelqu'un alors que nous étions nous-mêmes piégés dans notre propre tourment ? La brume nous emprisonnait, elle jouait avec nos esprits, distordait nos souvenirs pour les rendre encore plus terrifiants. C'est alors que j'ai compris. Elle se nourrissait de nos peurs, de nos douleurs. Plus nous lui cédions, plus elle devenait forte. Chaque cri, chaque larme la renforçait, la rendait plus dense, plus étouffante. Ne cédez pas, criai-je, désespéré. Elle se nourrit de nous. Elle nous tue à petit feu. Mais c'était déjà trop tard pour Clara. Elle s'effondra à terre, recroquevillée sur elle-même, secouée par des sanglots incontrôlables. Ses yeux étaient vides, comme si la brume avait absorbé toute vie, toute énergie en elle. Lucas et moi nous étions figés, incapables de bouger, incapables de penser clairement. Mais quelque part en moi, une lueur de survie persistait. Je refusais de mourir ici, dans cette forêt maudite, dévorée par une brume qui se nourrissait de mes peurs. Je pris la main de Lucas, le tirant vers moi avec toute la force que je pouvais encore rassembler. On doit sortir d'ici, Lucas, maintenant. Nous avons couru à travers cette brume épaisse, cette brume qui semblait vouloir nous retenir, nous étouffer. Chaque pas était une lutte, chaque respiration était un effort. Mais je refusais d'abandonner. Après ce qui sembla être une éternité, nous sortîmes enfin de la brume. Le ciel bleu apparut de nouveau, les arbres devinrent clairs, et l'air frais emplit à nouveau nos poumons. Nous étions épuisés, à bout de force, mais nous étions en vie. Julien et Clara, eux, ne sont jamais sortis.
Ils sont restés prisonniers de cette brume, prisonniers de leur propre peur. Et moi, chaque nuit, je me réveille en sursaut, avec l'impression que la brume est encore là, juste derrière moi, prête à m'engloutir à nouveau. Parce que je sais qu'elle attend. Elle attend toujours son prochain festin. La cabane sur le sentier. Je m'appelle Antoine, et je n'aurais jamais pensé raconter une telle histoire. Ce que je vais partager avec vous est terrifiant, à tel point que j'ai encore du mal à croire que c'est vraiment arrivé. Pourtant, chaque nuit, les souvenirs me hantent, et je sais que je ne pourrai jamais oublier ce qui s'est passé dans cette cabane maudite. Tout a commencé par une simple randonnée entre amis, mais jamais nous n'aurions pu imaginer que notre voyage se transformerait en un cauchemar sans fin. C'était une journée d'automne. Le ciel était couvert de nuages gris, et une légère brise soufflait à travers les arbres. Avec mes 3 amis, Luc, Camille et Sarah, nous avions décidé de partir pour une longue randonnée dans une région montagneuse isolée. Le sentier était réputé pour ses paysages à couper le souffle, et nous cherchions une pause loin du bruit de la ville. Une escapade tranquille. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Tout allait bien durant les premières heures. Nous marchions, plaisantions, et admirions la beauté sauvage des montagnes. Le silence de la nature nous enveloppait, brisé seulement par le craquement des feuilles mortes sous nos pieds et le souffle du vent entre les branches. Mais alors que l'après-midi avançait, une lourdeur commença à s'installer dans l'air, une sensation d'oppression que je ne parvenais pas à expliquer. C'est Luc qui remarqua la cabane en premier. Elle était nichée entre les arbres, presque invisible, comme si elle cherchait à se fondre dans le paysage. Une vieille bâtisse en bois, délabrée et couverte de mousse, avec des fenêtres sales et des planches de bois pourries. Elle avait l'air abandonnée depuis des années, peut-être même des décennies. « Vous croyez qu'on peut y entrer ?» demanda Luc, un sourire amusé sur les lèvres. Il aimait toujours explorer les lieux insolites. « On devrait peut-être éviter ?» répliqua Camille, un peu hésitante. « Qui sait ce qu'on pourrait trouver là-dedans ?» Mais la pluie commençait à tomber, et la nuit approchait. Nous n'avions pas d'autre choix que de chercher un abri, du moins pour quelques heures, en attendant que la météo s'améliore. Alors, malgré l'angoisse grandissante qui montait en moi, nous nous approchâmes de la cabane. La porte grinça sinistrement en s'ouvrant, et une odeur de renfermé envahit nos narines. L'intérieur était sombre, sale, et couvert de poussière. Mais au moins, il semblait vide. Nous installâmes nos sacs dans un coin, allumâmes quelques lampes de poche pour éclairer la pièce, et essayâmes de nous réchauffer. C'est alors que Sarah trouva les premiers carnets. Ils étaient posés sur une vieille table bancale, recouverts de saleté, comme s'ils avaient été laissés là depuis des années. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-elle en ouvrant l'un d'eux. Ce qu'elle lut nous fit frissonner. Le carnet appartenait à un homme nommé Olivier, un randonneur qui, selon ses écrits, avait entrepris un voyage similaire au nôtre plusieurs années auparavant. Mais au fil des pages, son ton devenait de plus en plus désespéré. Il parlait de bruits étranges autour de la cabane la nuit, de murmures dans les murs, de pas sur le toit. Et puis, vers la fin du carnet, les notes devenaient incohérentes, pleines de peur et de confusion. Sa dernière entrée se terminait par une phrase qui me glaça le sang, « La cabane ne nous laissera jamais partir ». Nous restâmes tous silencieux pendant un moment, échangeant des regards inquiets. Mais Luc, toujours sceptique, éclata de rire. « C'est probablement juste une vieille histoire inventée par quelqu'un pour faire peur aux randonneurs, » dit-il, essayant de détendre l'atmosphère. Mais ce n'était que le début. Plus nous fouillions la cabane, plus nous trouvions des traces d'autres personnes, d'autres randonneurs qui, comme nous, avaient cherché refuge ici. Des vêtements abandonnés, des sacs à dos poussiéreux, et surtout, d'autres carnets. Des dizaines de carnets. Tous racontaient la même histoire, des gens qui entraient dans la cabane, et qui n'en ressortaient jamais. Je sentais mon cœur s'emballer, un poids invisible pesant sur ma poitrine. Quelque chose n'allait pas ici. Quelque chose d'horrible. La nuit tomba rapidement, et avec elle, la peur s'intensifia. Dehors, le vent hurlait, frappant les fenêtres avec une force surnaturelle. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, étouffante. Nous étions tous tendus, écoutant les moindres bruits. Et c'est alors que nous entendîmes les premiers pas. Des bruits sourds, lents, venant de l'étage. Je jetai un coup d'œil à mes amis, espérant que l'un d'eux plaisantait, mais leurs visages blêmes me confirmèrent que nous étions tous paralysés par la même terreur. Quelqu'un ou quelque chose marchait au-dessus de nos têtes. « C'est sûrement le vent », murmura Luc, sa voix tremblante, bien que même lui ne semblait plus y croire. Mais les bruits continuaient. Lents, réguliers, se rapprochant de l'escalier. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant, faisant vibrer le bois usé du sol. Nous nous regroupâmes, tremblants, priant pour que ce ne soit qu'une illusion. Soudain, la porte de la cabane claqua violemment. Nous nous retournâmes tous en sursaut. La poignée tournait lentement, comme si quelque chose essayait de forcer l'entrée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Luc, dans un élan de panique, se précipita vers la porte et tenta de l'ouvrir pour fuir. Mais c'était impossible. La porte,
qui s'était ouverte sans problème plus tôt, était maintenant scellée, comme si une force invisible l'empêchait de bouger. Il tira, poussa de toutes ses forces, mais rien n'y fit. Nous étions piégés. Camille commença à pleurer, sa voix se brisant en sanglots. « Il faut sortir d'ici, il faut qu'on sorte », répéta-t-elle, mais aucune issue ne semblait possible. Les fenêtres étaient verrouillées, et malgré nos efforts désespérés, nous ne pouvions briser aucune vitre, aucune planche de bois. Et puis, les murmures commencèrent. Des voix chuchotées, émergeant des murs, du sol, de nulle part et de partout à la fois. Elles appelaient nos noms, une à une, dans un souffle glacial qui semblait émaner de la cabane elle-même. « Antoine, viens. » Je fermais les yeux, priant pour que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Mais chaque fois que j'ouvrais les paupières, la réalité me frappait de plein fouet. Nous étions prisonniers de cette cabane maudite, tout comme les randonneurs avant nous. Et cette fois-ci, c'était à notre tour de disparaître. Le vent dehors s'était transformé en hurlements furieux, et la cabane tremblait, comme si elle était vivante. Les murs grondaient, les planches craquaient sous nos pieds. C'était comme si la cabane elle-même cherchait à nous engloutir. Et puis, dans un dernier accès de terreur, la lumière de nos lampes s'éteignit, nous plongeant dans une obscurité totale. Je ne me souviens pas de comment nous avons survécu cette nuit-là. Peut-être que la cabane nous a simplement épargnés pour son propre amusement. Mais lorsque le jour s'est levé, la porte s'est enfin ouverte, comme si de rien n'était. Luc, Camille, Sarah et moi nous sommes précipités dehors, le souffle coupé, sans un mot. Nous n'avons jamais reparlé de cette nuit. Mais parfois, dans mes cauchemars, je revois cette cabane. Et je sais qu'elle est toujours là, quelque part, attendant sa prochaine victime. Si jamais vous tombez sur une cabane abandonnée en pleine forêt, je vous en prie, ne faites pas comme nous. Continuez votre chemin. Ne vous arrêtez pas. Parce qu'une fois à l'intérieur, il se pourrait bien que vous n'en ressortiez jamais. Le dernier refuge. Je suis Maxime, et je suis sur le point de partager une histoire qui, je l'espère, vous fera réfléchir à 2 fois avant de partir en camping. Ce qui devait être une aventure amusante entre amis s'est transformé en un cauchemar dont je n'ai pas encore réussi à me réveiller. Notre dernière nuit en pleine nature nous a fait découvrir que certaines histoires sont bien plus que des légendes urbaines. C'était un mois d'août, lorsque l'été commence à s'effacer lentement, laissant place à des nuits plus fraîches et des jours plus courts. Avec mes amis, Julie, Marc et Émilie, nous avions décidé de partir en randonnée dans une région montagneuse isolée, loin de tout. L'idée était de camper sous les étoiles, dans un endroit réputé pour ses paysages magnifiques. Nous avons préparé notre matériel avec soin, excités à l'idée de passer un week-end tranquille loin de la civilisation. Nous avons choisi un endroit pour camper près d'un vieux sentier, juste à la lisière d'une forêt dense. Les arbres se dressaient comme des géants silencieux autour de nous, leurs ombres s'étirant à mesure que le soleil se couchait. Tout semblait parfait. Nous avons monté notre tente, préparé un feu de camp, et commencé à préparer le dîner. L'air était frais et agréable, et nous étions tous détendus. La nuit est tombée, enveloppant le campement dans une obscurité presque totale. Les étoiles scintillaient au-dessus de nous, et le crépitement du feu était le seul bruit qui brisait le silence. Nous avons raconté des histoires, ri, et profitons de notre séjour. Mais à mesure que la nuit avançait, une étrange sensation d'inconfort commença à s'installer. Une impression que quelque chose, ou quelqu'un, nous observait. Je n'étais pas le seul à ressentir cette angoisse. Julie, toujours d'un naturel joyeux, regardait autour d'elle avec une nervosité croissante. « Vous sentez ça ?» demanda-t-elle. Marc et Émilie acquiescèrent, mais essayèrent de minimiser leur inquiétude. Nous avons essayé de nous rassurer, pensant que c'était simplement notre imagination exacerbée par l'obscurité. Alors que nous nous installions pour la nuit, Émilie décida d'aller chercher un peu d'eau dans un ruisseau voisin. Elle revint rapidement, pâle comme un linge. « Il y a quelque chose d'étrange près du ruisseau, » dit-elle en tremblant. « Des empreintes de pas, mais elles ne ressemblent à rien que j'ai jamais vu. » Nous avons tous décidé de jeter un coup d'œil. Les empreintes étaient grandes, profondes et semblaient presque humaines, mais avec une forme légèrement déformée, comme si elles avaient été faites par quelque chose de plus large et plus lourd que nous. Nous avons tenté de nous rassurer en pensant que c'était peut-être l'œuvre d'un animal inconnu. Cependant, la tension ne fit que croître. Les bruits environnants semblaient se multiplier, des craquements dans les buissons, des murmures dans le vent, et parfois, une sensation étrange, comme si des yeux invisibles étaient rivés sur nous. Nous avons renforcé la garde autour du feu et tenté de nous distraire avec des jeux et des discussions. Mais la vraie terreur commença lorsque nous entendîmes des bruits de pas dans la forêt. Ce n'était pas le vent ou des branches qui se cassaient, mais des pas délibérés, lents et lourds, qui semblaient se rapprocher de notre camp. Nous avons pris nos lampes de poche et avons scruté l'obscurité, mais il n'y avait rien à voir, juste des ombres dansantes entre les arbres. Soudain, le vent se leva, apportant avec lui une odeur nauséabonde, presque comme de la moisissure ou quelque chose de pourri. Julie se mit à pleurer, incapable de supporter la peur croissante. Marc essayait de la calmer,
mais ses propres mains tremblaient alors qu'il tenait la lampe. Nous avons finalement décidé de vérifier les environs. Émilie et Marc sont partis en avant, armés de leurs lampes, pendant que Julie et moi restions près du campement. Leurs cris nous firent sursauter lorsqu'ils découvrirent une ancienne cabane en bois, presque entièrement couverte de lierre. Elle semblait abandonnée depuis longtemps, ses murs décolorés et ses fenêtres brisées. Quand nous les avons rejoints, Marc et Émilie étaient visiblement perturbés. « Il y a quelque chose de très bizarre là-dedans », dit Marc, la voix basse. « Des affaires éparpillées partout, des photos accrochées au mur, des gens qui ont l'air d'avoir disparu. » Nous avons osé entrer. À l'intérieur, nous avons trouvé des effets personnels abandonnés, des sacs de couchage usés, et des photos décolorées de personnes souriantes. Cependant, ce qui nous fit frémir fut un vieux journal, posé sur une table poussiéreuse. En l'ouvrant, nous avons trouvé des inscriptions de plus en plus désespérées, écrites par des personnes qui avaient tenté de camper ici avant nous. Les dernières pages du journal étaient remplies de cris de terreur, nous ne pouvons pas sortir. Nous sommes encerclés. Ils nous observent. La panique s'empara de nous. Nous avons rapidement quitté la cabane, cherchant désespérément à revenir à notre campement. Mais quelque chose avait changé. Le chemin semblait différent, les arbres semblaient se déplacer, se refermer sur nous. Les empreintes que nous avions trouvées semblaient s'être multipliées, encerclant notre campement. Nous avons essayé de contacter les secours, mais nos téléphones ne captaient aucun signal. Nous étions complètement coupés du monde extérieur, pris au piège dans cette forêt maudite. La nuit semblait s'étirer sans fin, chaque bruit dans les ténèbres alimentant notre terreur. Finalement, au petit matin, nous avons vu les premiers rayons de soleil percer à travers les arbres. La cabane semblait plus éloignée qu'auparavant, presque comme si elle avait disparu. Nous avons ramassé nos affaires aussi vite que possible et sommes partis, fuyant ce lieu maudit avec une peur que nous n'avons jamais connue auparavant. Nous n'avons jamais parlé de cette nuit à personne. Chaque fois que j'essaie d'expliquer ce que nous avons vécu, je me rends compte que personne ne peut vraiment comprendre la terreur que nous avons ressentie. Nous avons survécu, mais nous savons maintenant que certains endroits sont mieux laissés à l'oubli. Le dernier refuge n'est pas juste une cabane abandonnée, c'est un endroit où les âmes perdues viennent chercher la dernière paix qu'ils n'ont jamais trouvée. Et si jamais vous entendez des murmures dans la forêt, ou si vous sentez que vous êtes observé, ne vous arrêtez pas. Continuez à avancer, quoi qu'il arrive. Parce qu'une fois que vous entrez dans ces lieux, il se pourrait bien que vous ne trouviez jamais la sortie. La voix dans l'obscurité. Je suis Antoine, et ce que je vais partager avec vous est une expérience qui a marqué ma vie à jamais. Ce soir-là, la nuit noire m'a enveloppé d'une obscurité si dense qu'elle semblait presque palpable, comme un voile de chagrin et de mystère. L'histoire que je m'apprête à raconter n'est pas un conte de fiction. C'est un témoignage des profondeurs du désespoir et de la peur, quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était une soirée d'hiver particulièrement froide, et la ville était plongée dans un silence presque surnaturel. Je rentrais tard de mon travail, mon esprit fatigué par une journée éreintante. La rue était déserte, et l'éclairage public vacillait, projetant des ombres dansantes sur le sol enneigé. J'étais perdu dans mes pensées, mes pas résonnant sur le pavé comme une mélodie lugubre. Soudain, une voix, douce et familière, a brisé le silence. Elle était à peine plus qu'un murmure, mais suffisamment claire pour que je puisse comprendre mon prénom. Antoine, Antoine. La voix était douce, comme un chant mélancolique porté par le vent. Mon cœur s'est arrêté un instant, un frisson m'a parcouru l'échine. C'était la voix de Sophie, ma sœur décédée il y a plusieurs années. Son décès avait été soudain et tragique, une perte que je n'avais jamais vraiment acceptée. J'ai regardé autour de moi, cherchant la source de cette voix. Les rues étaient vides, les maisons silencieuses. Je savais que cela devait être impossible. Sophie était morte, et il n'y avait aucune raison que sa voix me parvienne. Mais quelque chose en moi, un mélange de désespoir et de curiosité, m'a poussé à suivre ce murmure. Je me suis engagé dans une ruelle sombre, les ombres des bâtiments se tordant autour de moi. La voix semblait se rapprocher, comme si elle me guidait. Chaque pas que je faisais m'entraînait plus profondément dans la nuit, la voix se faisant plus claire, mais toujours hors de portée. Le sol était glissant sous mes pieds, et le vent hurlait à travers les rues comme un gémissement désespéré. Le murmure était devenu une supplique, un appel désespéré qui se répercutait dans ma tête comme un écho de ma propre douleur. Mon esprit luttait pour accepter la réalité, mais mes jambes avançaient malgré tout. J'avais l'impression d'être attiré par une force invisible, comme un papillon attiré par la lumière d'une bougie. Je suis arrivé devant une vieille maison, décrépite et abandonnée. Ses fenêtres étaient brisées, et la porte d'entrée était à moitié arrachée, grinçant dans le vent. La voix venait de l'intérieur, m'appelant sans cesse, toujours plus proche. Je n'avais pas le choix, j'ai poussé la porte et suis entré. L'intérieur était plongé dans une obscurité absolue, seulement brisée par la lueur des rares éclats de lumière qui passaient à travers les fissures des murs. Le sol était recouvert de poussière et de débris. Les meubles étaient recouverts de draps blancs qui flottaient comme des fantômes dans la pénombre.
La voix était maintenant claire, résonnant dans l'air stagnant. Elle semblait provenir d'une pièce à l'arrière de la maison. Mon cœur battait la chamade, mais une force irrésistible me poussait à avancer. J'ai traversé les pièces, mes pas résonnant comme des coups de tambour funèbres dans le silence morbide. Lorsque je suis arrivé à la porte de la pièce d'où provenait la voix, j'ai senti une chaleur étrange et oppressante. J'ai hésité un instant, mais la voix continua de m'appeler, maintenant avec une urgence désespérée. J'ai poussé la porte, révélant une pièce sombre où la lumière de la lune se glissait à peine à travers une fenêtre fissurée. Au centre de la pièce se trouvait une vieille chaise, et sur la chaise était une photo de Sophie. La photo était entourée de bougies éteintes et de fleurs fanées, comme un autel de dévotion morbide. Le murmure de la voix s'est arrêté soudainement, remplacé par un silence glacé. Je suis resté là, immobile, les larmes coulant sur mes joues. La pièce était vide, à l'exception de cette photo et de ses bougies. Je me suis approché de la photo, la touchant doucement. Tout à coup, un souffle glacé est passé près de moi, et une sensation de froid intense m'a envahi. J'ai senti une présence derrière moi, et une voix, distinctement celle de Sophie, a murmuré dans mon oreille, « Pourquoi es-tu venu ?» Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne. J'ai couru hors de la maison, l'angoisse me serrant la poitrine. Je suis rentré chez moi aussi vite que possible, les ombres de cette maison me suivant comme des spectres. La voix a cessé de m'appeler après cette nuit-là. Mais le souvenir de cet appel, et le visage de ma sœur sur cette photo, sont gravés dans ma mémoire. Je ne sais toujours pas ce qui m'a poussé à entrer dans cette maison, ni ce que signifiait cette voix. Mais une chose est certaine, il y a des mystères que nous ne sommes pas censés comprendre. Chaque fois que je passe devant cette maison abandonnée, un frisson me parcourt. Je sais que quelque chose d'inexplicable et de terrifiant se cache là-bas, et je me demande si je n'ai pas vu un aperçu d'un monde au-delà d'une autre. La voix que j'ai entendue était peut-être un appel désespéré, un écho d'une existence troublée, cherchant désespérément à être entendue. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un murmure dans l'obscurité, soyez prudent. Parfois, il vaut mieux ignorer ces appels mystérieux et rester dans la lumière, loin des ombres qui tentent de nous entraîner dans les profondeurs de l'inconnu.